Exodia est l'une des cartes les plus emblématiques de Yu-Gi-Oh! On le voit dans le premier épisode où il atomise les 3 dragons blancs aux yeux bleus de Kaiba alors que la situation semble être courue d'avance. Dans l'anime et le manga, les gens ont peur que Yugi ressorte Exodia au point que ce gros bâtard d'Insectoraga a carrément jeté ses cartes à la mer. Et je me souviens qu'à l'époque, avoir juste une des cartes d'Exodia c'était quand même assez chaud, mais aujourd'hui on peut facilement les obtenir avec les boîtes, donc du coup les decks légendaires. Donc si votre pote d'enfance vous propose une game de Yu-Gi-Oh! Avec son deck Exodia et que vous flippez votre race, bah ne vous en faites pas, je vais vous montrer comment battre Exodia. Et en plus de ça, je suis accompagné de Yugimuto91 qui m'a aidé sur la vidéo. Alors, avant de savoir comment battre une stratégie, bah je pense quand même qu'il est important de savoir comment fonctionne Exodia. Puis bon, réexpliquer certains trucs peuvent être assez utiles pour ceux qui ont arrêté Yu-Gi-Oh! Vers les années 2008 notamment. Et je pense que certains souvenirs sont quand même assez flous. Exodia est apparu la première fois en France dans les boosters La Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus. On a en tout 5 cartes, jambe droite, gauche, bras droit, gauche et enfin Exodia l'interdit. Et en vrai c'était vraiment chaud de toutes les avoir vu que ce sont des cartes ultra rares et il y en avait plein à en avoir dans le booster en tout cas. Donc là par exemple j'ai juste la jambe gauche dans La Légende du Dragon Blanc. Bah d'ailleurs coucou Arthur, mon meilleur ami d'enfance, grâce à qui bah j'ai pu avoir la carte. Enfin bon, contrairement à ce que peuvent dire certains autres copains d'école, bah il faut pas invoquer toutes les pièces d'Exodia. D'ailleurs cette légende vient probablement du premier épisode de la série où Yugi l'invoque et attaque avec, alors c'est purement pour le style hein. Bon en plus ça sera encore plus dur que de l'avoir dans la main et c'est marqué nulle part sur l'effet de la carte. Mais petite anecdote intéressante, c'était la condition dans les jeux Dice Monster et The Duelist of the Roses, mais là ce n'est pas le jeu de cartes traditionnel, on est plus sur un jeu de plateau. Et surtout il n'a pas une attaque infinie, donc n'espérez pas le contrer avec le cylindre magique, ça ne marchera pas. L'effet d'Exodia l'interdit est simple, c'est juste que vous gagnez la partie si vous avez les 5 cartes en main, rien de plus, rien de moins, et l'effet ne peut pas être annulé par quoi que ce soit. Bon, normalement pour gagner à Yu-Gi-Oh, vous devez réduire les points de vie de votre adversaire à 0 ou vider son deck. La méthode la plus optimisée est d'invoquer le plus rapidement un ou plusieurs monstres sur votre terrain pour tuer votre adversaire en un tour. On appelle ça un OTK, One Turn Kill. Sauf que pour les decks Exodia, on fonctionne différemment, vu que l'effet de la tête donne une condition de victoire alternative, et si aujourd'hui on a plein de cartes avec des effets de victoire différents, Exodia reste le premier du genre et le plus connu. Du coup, on n'a pas besoin d'invoquer un gros monstre pour attaquer les points de vie de l'adversaire. Là, le but est différent, c'est de piocher jusqu'à ce qu'on ait les 5 pièces. Après, concernant la manière de jouer Exodia, on a plusieurs méthodes différentes. On peut voir la première dans le manga Yu-Gi-Oh! Lorsque Yugi affronte Jack Hunter ou Seeker dans le jeu vidéo. Alors, ce mec est vraiment détestable, hein. Déjà, il a piégé Joey pour avoir son dragon noir aux yeux rouges et il joue Exodia. Et surtout, bah, il triche vu qu'il a marqué ses cartes, ce qui est injuste vu qu'il connaît à l'avance bah, ses prochains mouvements quoi. Son deck comporte de nombreux outils de pioche qui sont aujourd'hui bannis, comme par exemple le pot de cupidité et charité gracieuse. Si ces cartes ont été bannies, c'est très simple, dans les jeux de cartes comme Magic, Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Piocher et avoir des cartes en main, c'est l'une des choses les plus importantes dans le jeu. Il faut voir ces cartes un peu comme étant des ressources pour faire différentes actions. Piocher permet d'avoir possiblement un meilleur jeu, et l'un des principaux aspects du jeu reste d'avoir l'ascendant contre votre adversaire, et posséder plus de cartes que lui en main peut en être un. Je vais vous expliquer les effets des cartes, ça va être plus simple. Pot de cupidité rajoute une carte sans contrepartie, et charité gracieuse permet de piocher 3 cartes et d'en défausser 2. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle de jeu et surtout de faire des combos avec le cimetière, avec Monster Reborn par exemple. Pour faire bref, le fait de piocher ou de contrôler le jeu est beaucoup trop fort vu qu'il n'y a aucune contrepartie. Trop de combos peuvent être faits avec ces cartes. Et si au tout début on pouvait jouer avec plusieurs cartes Exodia, bah maintenant on a le droit qu'à un seul exemplaire de chaque partie. Pour vous donner une idée à quel point c'est chiant d'affronter Exodia avec différents exemplaires ainsi que des pots de cupidité et des charités gracieuses, bah sur pas mal de parties dans le jeu Legacy of the Duelist sur Switch, l'ordinateur pioche encore et encore, continue à piocher avec ses différents pots et des charités et je perds presque systématiquement. Il m'arrive vraiment de perdre tour 1 ou 2 et c'est pas pour rien que le deck s'appelle Exodia Tricher. Enfin bref, vu que les plus grosses cartes de pioche sont bannies, il en a fallu utiliser d'autres qui fonctionnent mais qui sont vraiment moins fortes. Alors déjà, juste avant de commencer, on va parler de la version la plus commune d'Exodia. Déjà, la première chose à savoir, c'est que dans un deck Exodia, bah il faut pas piocher Exodia. What? Je sais que ça fait bizarre, mais dites-vous qu'un deck Exodia, c'est comme une locomotive à charbon. Il faut d'abord mettre les ressources
pour commencer à démarrer la machine. Pour le deck Exodia, bah il faut tout le temps pouvoir piocher. Plus tu as des cartes variées et utilisables, plus il est possible de piocher Exodia rapidement. Sauf que en soi, si tu vas avoir le plus de chance de ton côté, bah avoir des pièces Exodia dès le début c'est une mauvaise idée, vu que ça bloque le potentiel de ta main. Mais bon, vous allez voir les différentes cartes de pioche plus tard. Pour piocher efficacement, la majorité des decks utilisent Bibliothèque Royale. L'effet est simple, vous mettez des jetons magie à chaque fois que vous utilisez une carte magie. Et à partir de 3 cartes magie utilisées, vous pouvez piocher une carte. Grâce à ce monstre, vous allez pouvoir avoir une carte en plus, vu que les outils de pioche permettent d'avoir le même nombre de cartes avec des effets spécifiques. Par exemple, Gobelin Parvenu donne 1000 points de vie à votre adversaire, mais vous piochez une carte. En soi, vous faites du 1 pour 1, et les cartes qui sont souvent utilisées pour vous aider à piocher sont les pierres blanches légendaires que vous pouvez défausser avec carte de l'harmonie ou transaction du monde ténébreux. Cela permet de piocher 2 cartes, et avec l'effet de pierre blanche, vous allez pouvoir chercher un dragon blanc pour le défausser avec transaction. Sinon, pour alimenter les compteurs de la bibliothèque, le meilleur moyen est d'utiliser table des matières Toon. L'effet est simple, vous cherchez une carte avec Toon dans son nom. Vous allez le faire pour chercher d'autres tables des matières Toon, et ensuite on finit sur le dragon blanc aux yeux bleus Toon que vous pouvez une nouvelle fois défausser avec transaction. Il faut également savoir qu'une alternative existe en utilisant Plasma et Maître de l'effroi, héros de la destinée avec pioche de la destinée et transaction, mais dans ce cas là on n'utilise pas la table des matières Toon. Et enfin, pour finir avec les cartes de pioche, ça arrive qu'on utilise épée de bambou brisée et épée de bambou dorée. Alors l'effet de la première est un peu naze, ça donne 0 d'attaque, mais cela permet d'activer la condition pour l'épée de bambou d'or qui permet de piocher 2 cartes. Mais le vrai intérêt de ces cartes est de donner des compteurs magiques à la bibliothèque. En dehors de ça, on a d'autres pots qui sont certes pas aussi craqués que celui de cupidité, mais qui sont vraiment pas mal. On a par exemple le pot de dualité qui permet de regarder les 3 prochaines cartes et en choisir une avant de mélanger le deck. Bon, en soi vous pouvez pas invoquer spécialement, mais ça c'est pas vraiment un problème. C'est très utile pour choisir la bonne carte et faire le meilleur combo par la suite. Pot d'extravagance peut aussi être intéressant si vous n'avez pas le choix. En bannissant des cartes de l'extra deck, vous piochez entre 1 et 2 cartes, qui peut être un bon moyen de le cumuler avec le stall. Et enfin, pour avoir une sorte de reset, si on n'a pas assez de bonnes cartes et qu'on veut en renvoyer certaines dans le deck, recharge et maillet magique peuvent être utilisées. Bon, elles sont pas jouées partout et ça reste assez rare dans les decks Exodia. Bon, maintenant qu'on a fini avec les cartes de pioche, parlons maintenant des cartes de stall. Honnêtement, on va se l'avouer, il faut une grosse chatte pour gagner au premier tour, et croyez-moi que si vous avez juste une bibliothèque magique avec 0 d'attaque devant vous, bah vous allez pas faire le fier. Dans le manga et l'anime, Jack Hunter utilise des gros monstres de niveau 4 à plus de 2000 points de défense ainsi que les fameuses épées de révélation de la lumière. Alors le problème des murs de défense c'est que déjà ça demande d'invoquer un monstre et on a besoin de l'invocation de notre tour pour invoquer la bibliothèque. Ensuite pour les épées, bah un effet peut facilement le détruire et ça ne dure que 3 tours. En général pour le stall on joue un jour de paix qui annule les dégâts possibles lors du prochain tour de votre adversaire et en plus ça fait piocher une carte aux 2 joueurs. On peut également jouer pendulier de combat ou attaque de l'épouvantail qui permet de terminer la battle phase. L'effet est utilisé depuis votre main. Et la pire carte de stall pour votre adversaire c'est Mine Mystique qui empêche celui qui a le plus de monstres d'attaquer et d'utiliser des effets de monstres. C'est une carte qui handicape bien votre adversaire et si vous la jouez, bah vous avez aucune race. Bon, maintenant que vous savez comment on joue Exodia, il est temps de savoir comment Exodia est battu dans le manga et l'anime. Alors comment notre bon vieux Yugi a battu le deck bien balèze de Jack Hunter avec ses pots de cupidité et ses charités gracieuses? Eh bien déjà, il a eu beaucoup de chance. À ce moment-là dans le manga, le deck de Yugi n'a que 2 cartes qui peuvent vaincre Exodia. En effet, bien que le deck de notre héros a plein de cartes hyper variées, bah il n'a pas forcément le potentiel d'être hyper agressif. Il a réussi à s'en sortir grâce à l'épée de la force de la lumière qui bloque une carte au hasard de la main de l'adversaire. Ça a permis à Yugi d'éviter que Jack Hunter ne tire la dernière carte, ça a mis le bras droit sur le terrain et ensuite direct un combo avec destruction en chaîne. Ça a explosé toutes les cartes bras droit du deck de la main. Jack Hunter ne pouvait pas gagner et Yugi lui a répondu que le plus grand défaut de son jeu résidait sur le fait que si une seule des cartes Exodia avait un problème, bah il ne pouvait pas gagner, ce qui est vrai vu que tout réside dans la win condition d'Exodia. A savoir que dans l'anime c'est un peu différent et plus représentatif de ce qu'on peut faire dans le jeu de cartes, puisque l'épée de la force de la lumière lui laisse juste gagner du temps vu qu'il a réussi à le bannir temporairement. Yugi utilise la lumière d'intervention divine pour voir les cartes monstres face cachée et chose assez marrante, quand Jack Hunter n'a pas assez de monstres pour se protéger, le pharaon lui dit que le plus gros défaut de son jeu est qu'il est surchargé de parties d'Exodia, qu'il n'a pas de monstres sur le terrain et que son épée de révélation de la lumière n'est qu'un bouclier temporaire. Du coup, Jack Hunter invoque une tête d'Exodia qu'il a en double et c'est à ce moment-là que Yugi utilise destruction en chaîne. Le vilain n'a plus aucun moyen de gagner et c'est assez marrant de le faire en jeu vu que bah il peut absolument rien faire. Mais petit aparté, pour refaire le combo dans le jeu vidéo, ça m'a pris quand même pas mal de temps, déjà parce que le deck de Yugi est pas très équilibré et surtout bah Jack Hunter est complètement craqué. Je me suis fait fumer et c'était vraiment trop chiant de voir tout le temps la même cinématique que tu peux pas skipper en plus. Et d'ailleurs je trouve que ce combat montre bien qu'Exodia
a fait son temps que les combats vont vraiment être orientés vers les dieux égyptiens. Enfin bref, Yugi a gagné uniquement grâce à 2-3 cartes de son jeu, dont une qui venait d'abord il y a juste 5 minutes, et s'il n'avait pas eu autant de chance, et surtout si c'était pas le perso principal, il aurait perdu. Et personnellement, avec son deck complètement craqué, je vois pas comment Kaiba aurait pu gagner. Bon, le combo du manga et de l'anime, il est marrant, mais si on n'a qu'un seul exemplaire comme Yugi, c'est un peu compliqué de le sortir, et d'autant plus si ton adversaire est pas débile et qu'il invoque pas ses cartes en double. De toute façon, le deck de Jack Hunter n'est pas possible à utiliser, pour rappel, la moitié des cartes sont limitées ou bannies. Enfin bref, on va voir comment tuer un deck Exodia, et vous allez voir, on va utiliser des cartes un peu connues et un peu méta qui ont un but simple, empêcher l'adversaire d'ajouter des cartes de son deck à sa main. Alors, on le voit pas forcément, mais Darklo Héros Masqué peut être très gênant si l'adversaire l'utilise. On le voit notamment dans les decks héros qui sont souvent assez appréciés. D'ailleurs, c'est le deck de Yugi Muto 91, du coup il va nous l'expliquer. Darklo ou Loi des Ténèbres, c'est assez simple à invoquer, on a juste besoin d'un monstre héros ténèbres avec changement de masque, chose qu'on fait souvent d'ailleurs avec Brume de l'ombre puisque ça permet d'ajouter des monstres héros du deck à la main par la suite. Et sinon avec changement de masque 2 qui peut aussi être joué quelquefois. L'effet de Loi des Ténèbres est très simple, toutes les cartes qui sont censées aller au cimetière de l'adversaire sont bannies à la place. Une fois par tour, si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, sauf durant la draw phase ou la damage step, vous pouvez bannir une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Ouais, c'est pas mal. Ce monstre éclate toute la stratégie d'Exodia, déjà parce que son effet est gênant au premier tour et n'importe quand d'ailleurs. Il bannit une carte au hasard de la main de l'adversaire, ce qui va pas mal le déranger pendant ses combos, et il suffit de toucher une partie d'Exodia et puis là c'est finito. Qu'il retire du jeu par exemple l'Exodia ou même un dragon blanc aux yeux bleus, ça va pas mal le déranger avec des cartes telles que Transaction qui permettent bien de piocher en défaussant le dragon blanc aux yeux bleus. Donc si vous l'avez pas en main, c'est un peu problématique. Et surtout le fait que toutes les cartes de l'adversaire soient bannies empêche l'effet de la pierre blanche légendaire de s'activer et donc d'ajouter du deck à la main un dragon blanc aux yeux bleus. Les decks Exodia ont presque rien pour passer au-dessus de Loi des Ténèbres, donc juste ce monstre fusion annule toute la stratégie du deck. Ensuite on a les End Trap. Alors c'est simple, dans la méta actuelle de Yu-Gi-Oh! Elles sont utilisées depuis la main pour empêcher l'adversaire de faire ses combos ou carrément les casser. L'une des cartes les plus connues c'est Ash Blossom ou Floraison de Cendre et Joyeux Printemps. Son effet est assez simple, si votre adversaire active un de ses effets, vous pouvez la défausser depuis la main pour annuler l'effet. C'est une carte très pratique pour plein de situations et ça empêche de faire des combos, et vu qu'un deck Exodia a pratiquement toujours besoin de 2 cartes pour continuer à piocher, celle-ci gêne pas mal le deck. Une carte qui est bonne contre le deck et qui est méta, c'est Infinity Éphémère qui va annuler l'effet d'un monstre pendant un tour. Là vous avez juste à annuler l'effet de la bibliothèque et le joueur adverse ne pourra pas en profiter, ça va vraiment gêner son deck. Et une autre carte qui est tout aussi efficace contre ce genre de deck, c'est Uluberlu et Oiseau de Verrouillage qui empêche carrément les pioches depuis le deck pendant un tour, si une des cartes a déjà fait cet effet. Si ça arrive, le joueur d'Exodia aura juste eu le temps d'activer une seule carte, il peut rien faire d'autre. Ça met en échec tout le deck vu que vous pouvez invoquer vos monstres tranquillement pour éliminer votre adversaire. Au final, les decks Exodia sont loin d'être invincibles et ça on peut le voir dans le manga ou même dans le vrai jeu. D'ailleurs, même s'il y a des vidéos sur internet où on voit une invocation au premier tour, ça reste rare et dans tous les cas l'adversaire ne gêne pas le deck avec des untraps. Mais bon, un deck Exodia c'est marrant pour éclater des nouveaux venus, mais ça dégoûte quand même le joueur adverse qui a zéro fun à part vous voir piocher. Et dans la méta actuelle, ça ne vaut rien du tout, le deck est pas assez solide parce qu'il ne se synergise pas vraiment pour chercher les autres cartes en fait. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo sur Yu-Gi-Oh! Et merci d'ailleurs à Yugi Muto 91 de m'avoir aidé pour la vidéo. Allez regarder sa chaîne et son Twitch, il fait un contenu de qualité et en plus il est méga sympa. Dites-moi si une vidéo sur les formes d'Exodia vous intéresse et d'ailleurs, est-ce que ça vous tente de voir des comment battre sur certains monstres de l'anime Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment hyper important pour la chaîne et je vous dis à la prochaine, ciao!